BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h15 et notre invité, c'est Marc Crochet, le président d'Air Caraïbes et de French Bee. Bonjour Marc Crochet. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette reprise de Good Morning Business. On va évidemment parler déjà du bilan de l'été dans les airs avant de parler de ce qui vous attend à la rentrée. Alors est-ce que l'été, comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, s'est bien passé pour vous ? L'été se passe globalement bien, voire très bien. C'est une saison de forte activité. Beaucoup de gens voyagent soit pour des motivations personnelles, ils rejoignent leur famille, leurs proches, ils vont visiter des amis. Et puis il y a une activité touristique qui est soutenue. Cette activité, traditionnellement en été, elle est évidemment forte. On ne retrouvera pas, je pense, globalement les chiffres de 2019. On va être encore un peu en dessous, 90-95% de 2019. Donc c'est plutôt un bon été. Et c'est un été où les gens ont eu envie à nouveau de voyager, de se déplacer. Donc globalement, le bilan est satisfaisant. Il le sera un peu moins sur le plan économique parce que, comme tout secteur d'activité, on subit de plein fouet l'augmentation du prix des matières premières, du prix du carburant qui chez nous pèse presque un tiers. Oui, mais attendez, vous avez augmenté le prix des billets. J'ai vu que là, j'ai vu un 43% en juillet au départ de la France. Pas partout. Je connais ce chiffre qui vient de l'aviation civile. Bon, il y a eu des endroits où effectivement il y a des augmentations tarifaires très fortes. C'est énorme. On va citer un exemple, moyenne. Le 43-44% que vous citez, on le retrouve sur les destinations moyen courrier, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, parce que c'est là où les gens ont préféré voyager globalement. Et puis les compagnies ont appliqué des hausses tarifaires qui étaient peut-être un peu excessives. Il y a des secteurs qui le sont beaucoup moins. Je vais prendre le cas des Antilles. Sur les Antilles, on a une augmentation entre 14 et 20% selon les routes. 14 et 20%, c'est à peine la répercussion des prix du carburant, des prix de l'inflation, de nos coûts sociaux. Donc on est encore quelque chose... Ce qui veut dire que ça va venir ? L'augmentation des coûts, par exemple, chez vous, est à venir ? Une partie est encore à venir. Pour Air Caraïbes et pour French Bee, le pétrole, même si on a les meilleurs avions en termes de consommation par siège, représentaient 30-35% de nos coûts, on est en train de passer à 45%. Donc forcément, il va y avoir encore pour 5 à 10% des augmentations tarifaires à venir sur l'hiver et l'année prochaine. Comment se présente la rentrée et l'automne, l'hiver ? Est-ce que vous continuez à avoir une modification de comportement des consommateurs ? Est-ce qu'on réserve toujours, depuis les 2 confinements, de plus en plus tard ? Exact. Alors, deux phénomènes par rapport à cette question. Comment voyez-vous l'avenir immédiat ? Premièrement, ça sera un peu moins dynamique. Alors, c'est aussi normal parce que cet été, au-delà de ce que nous avons dit sur les chiffres, les gens avaient envie de voyager. Ils étaient coincés chez eux depuis 2 ans. Ils n'avaient pas vu leurs amis, ils n'avaient pas vu la plage. Donc, il y a eu une espèce de défoulement, quoi. Les gens ont beaucoup consommé. Mais ça se tasse. Donc, on voit bien un frein de ce côté-là. C'est aussi la saison traditionnellement où il y a moins de trafic aérien. Et comme vous le citiez, on a du mal à voir loin devant nous parce que les délais de décision avant voyage sont de plus en plus courts. Traditionnellement, Air Caraïbes, French Bee, c'est du long courrier. Nous, les gens achetaient chez nous 6 mois avant de faire un voyage à La Réunion ou dans les îles de la Guadeloupe. Aujourd'hui, ils se décident 2 mois avant. Donc, on n'a pas encore, par exemple, pour le mois de novembre, les vacances de la Toussaint, de vraies tendances. Et puis, il y a sans doute une réserve de prudence. Toutes les personnes qui interviennent autour de ce plateau vous parlent quand même de ralentissement de l'économie. Les gens sont prudents. Les ménages sont très rationnels. Ils savent bien que cet hiver, il va falloir payer le chauffage et tout ça. Donc, ils font attention. Comment vous gérez ce raccourcissement du délai de réservation en matière de gestion de personnel ? Est-ce que vous aussi, vous êtes face à un défi de recrutement énorme et en plus sur des délais très brefs ? Alors, pour Air Caraïbes French Bee, on n'a pas de problème de recrutement ni de personnel parce que nous, dans la crise, on a gardé tout le monde. On avait choisi les accords de performance collective, on a baissé les salaires, on les a remontés maintenant, mais on a gardé tout le monde à quelques cas individuels près. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on explique à nos personnels, je pense qu'ils le comprennent, on leur explique et je les en remercie, on va leur demander plus de flexibilité. Alors, plus de flexibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
on va prendre un cas concret. Pour la Toussaint, on prévoit à peu près 14-15 vols long courrier par jour. Peut-être qu'on en fera que 12, peut-être qu'on en fera 16. Et donc, il va falloir s'adapter. Donc, ça veut dire qu'on va dire à des gens avec des préavis qui sont plus courts, par exemple un mois, ben, écoutez, on va vous demander de prendre vos vacances maintenant. On va vous demander de vous réserver pour Noël, parce que peut-être qu'à Noël, ça va bien se passer. Il faudra s'adapter. Et ça, c'est des choses que les gens comprennent. Quand on fait ces métiers, il faut savoir, comme dans votre métier, on est H24, donc il faut s'adapter en permanence. Mais vous aviez déjà demandé des efforts à vos salariés au moment de la crise, des confinements, des difficultés du transport aérien qui étaient colossales, et des salaires. On leur a demandé de baisser leurs salaires, ça s'est appliqué à tout le monde, à tous les salariés de l'entreprise. Ils ont parfaitement compris la situation. Je l'ai dit dans de nombreuses reprises, ça s'est bien passé chez nous. On a baissé les salaires, on s'était entendu pour 2 ans. Et on était, 2020, discours du président de la République, 17 mars 2020, on est en 2022, on a arrêté tous ces accords qui ont pris fin. Tout le monde a été très respectueux de ce qui a été signé. J'en remercie tous nos personnels et nos représentations syndicales qui ont joué le jeu. Et maintenant, on a même commencé à appliquer un peu de hausse salariale parce que 2020-2022, on a arrêté. Et puis là, on a à peu près convenu d'augmentation générale de l'ordre de 2,5 à 3%. Ouais. Donc tout le monde a été raisonnable et a compris la situation. Vous avez suivi évidemment l'actualité sociale dans les compagnies low cost. Les déboires hein, des EasyJet, Ryanair, pas assez de pilotes, des gens qui font grève. Pas qu'elle. Mais est-ce que vous vous sentez un petit peu à l'écart, préservé de ce ras-le-bol des personnels ? On n'est pas à l'écart, on n'est pas préservé, et puis je pense que personne ne peut être préservé dans un monde moderne que nous vivons. On a sans doute l'atout d'être à la fois plus petit, donc plus proche de nos personnels, d'échanger sans doute un peu plus, et puis, je le dis aussi, d'être une entreprise privée, à actionnariat familial, le groupe Dubreuil. Donc les gens savent dans quel milieu on évolue, ils savent quelles sont les limites à ne pas dépasser. Le problème du dialogue social, c'est quand même un équilibre entre des droits et des devoirs. Plus l'entreprise est privée, plus elle est proche de ses personnels, plus cet équilibre est, disons, atteignable. Quand vous êtes dans un grand groupe, je veux citer personne, Air France, par exemple, et où la manne publique tombe régulièrement sans trop, j'allais dire, d'engagement de responsabilité, c'est sans doute plus compliqué. Enfin, c'est des droits, des devoirs et un niveau de rémunération qui va en plein milieu. Mais dans l'aérien, les gens sont globalement correctement rémunérés. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des métiers à forte valeur ajoutée. Un pilote de ligne, c'est quand même quelqu'un de très compétent, qui a une expérience, qui doit avoir volé des années et des années. Donc tout ça, ça se paye. Et c'est valable pour les personnels au sol aussi. On n'a pas évidemment beaucoup parlé de l'outre-mer. C'est normal, c'est votre core business. Quid de l'Amérique ? Vous avez lancé des lignes sur l'Amérique depuis quelques temps déjà. Et ça marche bien, non, là-bas ? Ça, c'est le choix de French Bee, qui a été de se développer à côté d'Air Caraïbes sur des lignes que, bien entendu, nous ne faisions pas de façon structurelle. Le métier d'Air Caraïbes, c'est l'outre-mer. Le métier de French Bee, c'est l'outre-mer avec la Réunion, et on s'est lancé sur les États-Unis. On a ouvert trois routes sur les États-Unis, San Francisco il y a longtemps, Los Angeles et New York, on va dire, depuis moins d'1 an. Et là, les Américains, notre grande surprise, sont venus très nombreux en Europe. Donc on a Paris-New York, on fait ça tous les jours avec un A350 French Bee. On a rempli à plus de 90%. Parce que les Américains sont venus en Europe et pour eux, c'était quand même une bonne affaire. Le dollar, il a pris 30% de valeur à quelque chose près, 25-30%. Ouais. Donc pour eux, c'est des vacances accessibles, culturelles et pas chères. Et donc ils sont venus et on les voit dans toutes les rues de Paris. Donc merci les Américains. Mais vous dites quoi ? Je vais ouvrir plus de lignes sur les États-Unis ? Nous allons continuer. On a l'ambition d'ouvrir dès le mois de décembre Miami parce qu'on voit bien que c'est un point fort. Et puis on a une autre raison de se porter sur les États-Unis. D'abord parce que c'est des recettes en dollars. Comme le dollar monte lui aussi, on est obligé de faire attention. Et la deuxième chose pour nous, c'est que quand vous êtes dans ce pays qui est immense, qui est un pays leader en matière d'économie, et que vous avez commencé à vous implanter commercialement, les équipes qui sont sur place, il faut leur donner de quoi s'activer. Ouais. Donc Miami, elles sont en place et elles vont faire ça très bien. Mais Air Caraïbes va ouvrir Cancun parce qu'on croit aussi au Mexique. C'est une diversification par rapport au dom-tom français et là aussi on y voit quand même une saison d'hiver sans doute positive. Les dom-tom
dom-tom, ça a été compliqué cet été. Oui, un peu compliqué pour des raisons sociologiques. Et puis les dom-tom, c'est l'addition de 3 trafics. Les domiens, les Antillais, par exemple, qui vivent en métropole, qui sont retournés cet été dans leur famille. Ça s'est à peu près repris et ils avaient envie de voyager. Il y a des touristes, ils étaient là. La population qui nous a manqué, c'est les Antillais qui habitent en Guadeloupe ou en Martinique et qui viennent visiter leur famille l'été. Ceux-là, ils sont beaucoup moins venus cet été. Ouais. On espère qu'on les reverra à Noël ou l'été prochain. Alors, il y a un débat qui monte et sur lequel on voulait vous faire réagir avec Laure, c'est celui des jets privés. Vous avez vu le nombre de comptes. Vous n'en avez pas? Je n'ai pas de jet privé, et il n'y en a pas dans Air Caraïbes et French Bee. On pourrait parler du flight shame, hein, des émissions carbone des avions, mais là vous avez de la chance, pour l'instant vous êtes un peu en dehors des projecteurs, parce que là on s'attaque, les activistes, les écolos, mais le gouvernement aussi, hein, Clément Beaune, commence à dire qu'il faut restreindre, limiter le nombre de vols de jets privés. Ça vous fait sourire, Marc Rochet? Oui, agitation médiatique, agitation sans doute éphémère, puis agitation politique. Qu'est-ce qu'on peut réglementer? Je veux dire, soyons clairs. D'abord, je voudrais distinguer ce qu'on appelle le jet privé de l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, elle est nécessaire à l'économie. L'économie doit tourner, ne serait-ce parce qu'il va falloir financer ces énormes efforts de transformation, de moins consommer, de mieux consommer. Donc il faut de l'économie, il faut une économie vivante. Donc l'écologie punitive, je fais partie des gens qui sont très réservés là-dessus. Deuxièmement, notre pays est pas excessif en matière d'aviation d'affaires. Il y a des pays où il y a beaucoup plus d'affaires. Bon, puis qu'est-ce qu'on va réglementer, encore une fois? Je préfère une chose, et je crois que c'est ce qui va marcher. Quand certains grands dirigeants de notre pays, certains hommes politiques aussi, soyons clairs, utilisent des jets privés, ils sont maintenant exposés à une image médiatique qui va leur tort. Donc ça va s'autoréguler, c'est pas la peine de mettre encore un règlement. Et puis qu'est-ce qu'on va écrire dans ce règlement? Ça n'a pas de sens. Donc finalement le symbole a une portée. Le symbole du jet privé a une portée, et je pense que les gens sont assez sages pour faire attention à leur image. Un grand groupe industriel dont le PDG s'affiche dans un grand jet, il va faire attention maintenant, il va sans doute pas l'utiliser pour aller en week-end à Deauville, ça c'est clair. Pas pour aller en week-end, mais pour aller voir ses clients. Vous croyez que ça va faire peur à Patrick Pouyanné, le président de Total, attention. Énergie c'est pour ça que j'ai fait la séparation avec la notion d'aviation d'affaires. Effectivement, un grand groupe ou un groupe moyen peut avoir besoin d'avions, ne serait-ce que pour gagner du temps, pour répondre rapidement à une demande. Si demain, un client en Afrique, auprès, par exemple, vous avez cité Total, dit « Moi, je veux voir le président de Total parce que je vais lui signer un contrat d'acheminement ou d'approvisionnement en gaz », dans Rare en ce moment, je pense qu'il est normal que le président de Total, il aille avec un jet privé rendre visite à ce client très rapidement. Au fond, pour sauver l'aérien, pour sauver les jets privés ou l'aviation d'affaires, ce qu'il faut faire, c'est transformer la manière dont on consomme de l'énergie dans les avions. Tout à fait. Le transformer et puis avoir en tête que c'est une responsabilité à laquelle on ne peut pas échapper, à laquelle on doit répondre et s'engager. Donc il faut des avions de plus en plus modernes. Par exemple, vous citez le cas de ces avions d'affaires, dont je dis que c'était un débat tout à fait éphémère. Il faut peut-être mettre à la ferraille des vieux avions qui consomment beaucoup et dire ne voleront que des jets d'affaires modernes, parce qu'il y a eu des gros progrès là aussi. Comme on l'a fait pour les voitures. Exactement, comme on le fait, il y a une prime à la casse pour les voitures, je vois pas pourquoi. Mais ça, c'est de la réglementation, comme le dit Clément Beaune. Oui, on verra. Non, vous pensez qu'il veut aller plus loin? Non, je pense qu'il ira moins loin. Je suis sincère. Mais non, parce que c'est très difficile de réglementer ces secteurs. Ça veut dire quoi, réglementer? Oui, mais justement, vous êtes dans un secteur profondément symbolique dans la transition énergétique, qui est souvent mis comme un mouchoir. Il n'y a qu'à arrêter les avions et puis il y aura plus d'émissions de CO2. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passera. Justement, comment vous arrivez à remettre de la rationalité? Je pense qu'il faut qu'on communique plus, et je pense qu'il faut qu'on pousse au progrès. Il faut qu'on renouvelle les flottes. Il faut qu'on ait des avions qui consomment moins. Il faut qu'on ait un système de navigation aérien qui fait qu'on donne aux avions les meilleures routes, celles qui consomment le moins. Il faut un progrès général. Il faut que sur les aéroports, il n'y ait plus d'engins diesel. Il faut que des engins électriques. Tout ça, c'est un vague mouvement et il est à notre portée. Donc allons-y.
Une dernière question sur l'industrie du secteur aérien, parce qu'on a des signaux contradictoires. On voit des compagnies low cost qui nous disent que c'est fini les billets bradés à 10 euros, à 20 euros, etc., qui vont arrêter. Et en même temps, on nous dit que les ultra low cost, ce sont celles qui ont le plus bénéficié, finalement, de ce qui s'est passé cet été. Expliquez-nous. Les ultra low cost ou les low cost en général, on savait déjà, et vous allez recevoir tout à l'heure un autre invité qui l'avait très bien expliqué, Emmanuel Combe, et on voyait bien que c'était les low cost qui allaient profiter de la reprise, essentiellement pour deux raisons. La première, elles vendent des billets moins chers parce qu'elles sont quelque part plus efficaces. Donc quand vous êtes en reprise, quand les ménages ont besoin de consommer, quand ils n'ont pas consommé depuis 2 ans, quand ils ont envie de voyager, les billets moins chers, c'est ce qui vend le mieux. Alors il ne faut pas aller aux excès que vous avez cités, on est bien d'accord. La deuxième chose, c'est qu'ils sont flexibles, ils sont souples. Donc il faut aller en Grèce cet été, mettre des avions sur la Grèce. Il faut aller au Portugal ou il faut aller dans le sud de la France, ils s'adaptent. Et donc les low cost sont effectivement porteurs de la dynamique de reprise. Emmanuel Combe, qui connaît très bien l'aviation, mais qui est aussi le vice-président de l'autorité de la concurrence, qui sera avec nous dans un instant pour le grand débrief. Il ne sera pas seul, il sera avec Wilfried Galland et on va reparler des jets privés ensemble. Merci beaucoup Marc Rochet d'être venu nous voir, patron d'Air Caraïbes. Vous pouvez retrouver cette interview évidemment en replay et en podcast.